Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h dont voici les titres. Non au gaz de schiste, oui à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. 5 ans après le Grenelle, François Hollande veut engager la France dans la transition énergétique. A-t-il réussi son grand oral? Nous en parlerons avec nos invités ce soir, la sénatrice UMP de Paris et ancienne secrétaire d'État à l'écologie Chantal Joanneau et André Gattolin, sénateur Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Une loi sur la décentralisation sera votée en avril-mai 2013, annonce de la ministre Maryse Lebranchu. Alors que les préparatifs des États généraux de la démocratie territoriale battent leur plein, la réforme des collectivités pourrait être débattue au Sénat dès le mois de janvier. L'embrasement du monde arabe continue après la diffusion d'un film anti-islam sur YouTube. Des heurts entre islamistes et police ont fait au moins 2 morts au Soudan et au Liban. Le jour où le pape Benoît XVI entame à Beyrouth une visite historique de 3 jours. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. 5 ans après le Grenelle de l'environnement, François Hollande entame donc aujourd'hui le chapitre écologique de son quinquennat. Dans son discours d'ouverture de la conférence environnementale qui se tient jusqu'à demain au Palais d'Iéna à Paris, le président de la République a annoncé la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim pour 2016, ainsi que le rejet des permis d'exploration de gaz de schiste. Des mesures bien accueillies dans l'ensemble, même si des interrogations demeurent sur les moyens d'atteindre cet objectif. Mounir Soussi. Oublier les conflits entre ministres sur le nucléaire ou les gaz de schiste. Entouré de la moitié de son gouvernement, François Hollande est là pour fixer un nouveau cap, 5 ans après le Grenelle de l'environnement. La transition que je vous propose d'engager n'est pas un programme. Ce n'est pas non plus un choix politique, partisan. C'est un projet de société. C'est un modèle de développement. C'est une conception du monde. Le président de la République a présenté une feuille de route et annoncé des mesures concrètes. Premier objectif, mettre aux normes énergétiques plus de 4 millions de logements durant son quinquennat. Il ferme la porte au gaz de schiste en rejetant tous les permis d'exploration et scelle l'avenir de la plus vieille centrale nucléaire de France en annonçant la fermeture de Fessenheim fin 2016. Pour les écologistes, ces projets vont clairement dans le bon sens. C'est un discours qui fixe un cap ambitieux, intéressant. Et maintenant, il va falloir que la conférence et ce qui va suivre mettent du concret sur ce discours. Quand il y a un appel à la nation et à tous les acteurs de la société pour construire la transition écologique et énergétique, quand il y a cette impulsion, on se sent un peu moins seul à ce stade-là. Pour autant, ma vigilance, évidemment, et mon exigence est grande. Mais pas d'euphorie au Palais d'Iéna. Les responsables syndicaux se demandent comment transformer cette transition énergétique en réelle activité économique. Il n'y a pas, pour le moment, de réflexion suffisamment construite, avancée, du point de vue du modèle économique qui nous permettrait d'atteindre cette ambition. Des tables rondes sont prévues jusqu'à demain, puis le Premier ministre clôturera les débats jusqu'à l'an prochain car nouveauté, ce rendez-vous sera annuel afin de mesurer les progrès accomplis. Nous reviendrons dans un instant sur ces annonces avec nos invités, la sénatrice Chantal Joanneau et le sénateur André Gattolin. Le calendrier d'une loi sur la décentralisation se précise. Hier, Maryse Lebranchu a annoncé que le gouvernement pourrait présenter un projet de loi début novembre en Conseil des ministres. Le texte sera naturellement débattu en premier par le Sénat, probablement en janvier pour un vote définitif en avril-mai 2013. Maryse Lebranchu expliquait que le gouvernement peaufinerait son projet après les États généraux de la démocratie territoriale qui se dérouleront les 4 et 5 octobre prochains au Sénat. Aujourd'hui, les ateliers préparatoires faisaient une halte en Seine-et-Marne, à Melun, l'occasion de réfléchir au statut de l'élu, mais aussi au financement des collectivités locales. Voyez ce qu'en dit Michel Billoux, sénateur groupe communiste de Seine-et-Marne, au micro de Paul Bouffard. On s'aperçoit qu'il y a une demande à la fois des élus qui sont confrontés à la demande des citoyens. Ils sont à la fois relais, moteurs, acteurs. Je crois qu'ils sont aujourd'hui en train de nous demander de leur trouver les moyens par un statut qui prenne bien en compte leur spécificité, leur donne les moyens d'agir personnellement, les moyens qui devraient être accordés à leur collectivité pour que, en termes de démocratie, en termes de services publics, ils soient plus performants. Voilà un petit peu les sujets auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est le premier texte de la session extraordinaire à être adopté par le Sénat. Le projet de loi en faveur du logement a été voté hier. Retour sur les temps forts de cette semaine dans l'hémicycle avec Nadia Belromari. En 2012, ce sont 1 700 000 habitants de notre pays qui attendent un logement social.
Alors face à cette réalité qui se fait chaque jour plus grave, le gouvernement n'a qu'un seul objectif et une seule volonté: affirmer le logement comme un bien de première nécessité, dire qu'un toit, c'est un droit. Face à cette grave crise du logement, le président de la République et le gouvernement ont pris des engagements forts. Le président de la République a ainsi fixé un objectif de construction de 2,5 millions de logements sur l'ensemble du quinquennat, dont 150 000 logements sociaux par an. Nous sommes en face d'un texte hâtif, préparé sous la pression d'une urgence politique pour lequel le gouvernement veut éviter à tout prix un débat parlementaire dans les normes. C'est-à-dire que sur un texte, quand même, qui pour le Sénat est un texte essentiel, eh bien, nous n'avons eu d'inscription que 6 jours avant. Le Conseil constitutionnel reconnaîtra que la manière dont ce texte est arrivé devant le Sénat n'est pas constitutionnelle. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de ce texte. Quels sont ceux donc qui sont pour son adoption? Avis contraire? Le texte est donc adopté. 6 morts, c'est le bilan de l'embrasement du monde arabe depuis la diffusion d'un film anti-islam sur YouTube. Alors que le pape Benoît XVI entame aujourd'hui une visite de 3 jours à Beyrouth, des heurts entre la police et les islamistes ont fait 1 mort au Liban et 1 autre au Soudan. Le point sur ces violences qui se sont propagées comme une traînée de poudre en ce vendredi, jour de prière pour les musulmans, avec Simon Barbary. Des morts, encore des morts. Le film provocateur anti-islam Innocence of Muslims n'en finit pas de faire couler le sang dans le monde arabe. En ce vendredi, jour de prière, des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau crié leur colère devant les ambassades occidentales. Au Soudan, 2 hommes ont été tués lors de la dispersion de la manifestation. À Tunis, au Maroc, au Yémen et même en Inde, les mêmes scènes de violents affrontements aux abords des ambassades. Au Caire, des émeutiers se sont rassemblés place Tahrir après avoir caillassé les forces de l'ordre. Le président égyptien Mohamed Morsi appelait cet après-midi au calme. Dans de nombreux pays musulmans, aujourd'hui, la cible était clairement les États-Unis. En signe d'apaisement, la secrétaire d'État Hillary Clinton a assuré que son gouvernement n'avait rien à voir avec cette vidéo, qu'elle qualifie d'écœurante et condamnable. Triste ironie du sort au Liban, en marge de la visite du pape Benoît XVI venu prodiguer un message de paix. Des affrontements entre les forces de sécurité et des centaines d'islamistes ont causé 1 mort et plus d'une vingtaine de blessés. Nous ouvrons le débat de ce 19h consacré aujourd'hui à la conférence environnementale qui se tient jusqu'à demain au Palais d'Iéna. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Chantal Joanneau, sénatrice UMP de Paris. Bonsoir, ancienne secrétaire d'État chargée de l'écologie. Et face à vous, André Gattolin, sénateur Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Alors Madame Joanneau, vous avez assisté tout au long de la journée à cette conférence. Est-ce que François Hollande, 5 ans après le Grenelle de l'environnement, a été à la hauteur des enjeux que représente l'environnement ? D'abord, je vais commencer par un point positif. Je suis très contente qu'on parle autant d'écologie dans les médias, dans les débats, et que ce sujet dont on disait qu'il n'intéressait personne, ni pendant la présidentielle, ni pendant les législatives, on voit que ça intéresse. Et d'ailleurs, les sondages qui ont été faits par les associations le prouvent, et notamment sur les questions de santé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sur le discours, il s'inscrit dans les pas, dans la lignée du discours de Nicolas Sarkozy lors du Grenelle de l'environnement. Donc ceux qui disent on est sur une grande rupture ou qui tentent de politiser le débat sur le thème le Grenelle c'est super mais après c'est vraiment l'horreur, je trouve que c'est pas non plus à la hauteur de ce qu'on attend dans un débat national où l'enjeu aujourd'hui c'est de rassembler et pas de diviser. Donc, André Gattolin, vous avez vu une rupture, vous, par rapport à la politique de Nicolas Sarkozy aujourd'hui avec ce discours ? Oui, alors je dirais plus. Je ne sais pas si on est dans la rupture, je pense qu'on est dans le plus. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'empreinte écologique dans le discours et dans le raisonnement et dans le développement et dans la capacité à mettre en interrelation les questions sociales et environnementales, les différents types de crises. Alors, je ne dis pas que c'était absent du Grenelle de l'environnement, mais je dirais que ce discours d'ouverture, en tous les cas, donne un cadre plus général qui est celui, pour moi, de l'écologie politique. Est-ce que ce discours a rassuré les écologistes, un petit peu fâchés par les propos d'Arnaud Montebourg, notamment sur le nucléaire, qualifié de filière
dire, d'avenir? Oui, alors on est dans la continuité de l'intervention du président de la République dimanche passé. C'est-à-dire c'est lui qui fixe le cap. Et je pense qu'il ne faut pas trop s'exciter sur les déclarations de tel ou tel ministre à un moment donné. Donc il a voulu réaffirmer cela. Et dans ce sens-là, c'est vraiment la suite du discours qu'il a tenu en fin de semaine passée. Chantal Joanneau, vous disiez qu'il était dans la continuité de Nicolas Sarkozy. Noël Mamère a dit que finalement, pas grand-chose ne bouge dans le ciel de l'écologie. C'est votre sentiment? Non, moi j'aime pas ces personnes qui disent qu'en France c'est horrible, tout est en retard, que ça bouge pas, c'est faux. Donc ça suffit quoi. La politique avec un petit P, ça nous enquiquine. La réalité, il y a des points d'interrogation. Sa position sur les gaz de schiste est ambiguë parce qu'en réalité, ça n'est que une partie. Alors je rappelle, il a rejeté donc les 7 permis qui étaient oui, mais en délivrés précisant pour l'exploration des bien gaz que de schiste. c'était l'interdiction sur l'exploitation par fracturation hydraulique, ce qui veut dire qu'il laisse la porte ouverte éventuellement à d'autres formes d'exploitation. Et ça, c'est pas une bonne chose justement d'essayer de faire Après, des études sur d'autres techniques possibles que la fracturation. Non, pas pour moi. Après, évidemment, je suis peut-être pas nécessairement majoritaire dans mon parti, mais pas pour moi parce que ça voudrait dire ne vous inquiétez pas, on va pouvoir encore attendre, on va trouver une solution pour attendre, on va trouver une autre forme d'énergie toujours fossile, dont je rappelle qu'elle est extrêmement polluante et dont je rappelle que tout cet argent qu'on va investir pour voir si on peut pas trouver une autre forme d'exploitation du gaz de schiste, on va pas l'investir vraiment dans des énergies renouvelables ou d'autres formes d'économie d'énergie. Donc pour moi, c'est un gros sentiment. André Gatolin, sur le gaz de schiste, c'est une forme de moratoire déguisé, c'est ça? Moi, je préférerais qu'on aille plus loin. Le point positif, c'est l'engagement sur le quinquennat. On sent bien qu'il y a une conviction, je veux dire politique, au sens où je pense que le Parti socialiste et le gouvernement s'est rendu compte qu'on avait là des mobilisations qui dépassent d'ailleurs très largement le cadre des écologistes et des associations écologistes. On a les agriculteurs, les chasseurs dans les territoires qui s'opposent à ça. Donc la volonté de ne pas créer un front large et disséminé sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a totale conviction? Moi, j'essaie plutôt d'être positif. J'espère que oui. Donc les 5 ans, ça me plaît, mais c'est vrai que ça ne remet pas nécessairement en cause un certain nombre de contrats de recherche qui ont déjà été donnés. Donc tout ça, j'espère, sera clarifié demain ou dans les semaines qui viendront. Une autre annonce, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, annoncée pour 2016, c'était une promesse de campagne. On sait qu'il va y avoir des travaux très coûteux, l'autorité de sûreté nucléaire le demande. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu la fermer dès 2013, dès l'année prochaine? Moi, je pense que c'est la vraie question, c'est-à-dire qu'on va dépenser des dizaines de milliers d'euros pour refaire le radier, c'est-à-dire une partie de la structure de la centrale pour répondre aux injonctions de l'ASN, qui sont tout à fait légitimes. La ministre de l'Environnement a dit que, effectivement, ces recommandations faisaient loi. Donc on va engager des dizaines de millions d'euros pour une centrale nucléaire qu'on va arrêter fin 2016. Il faut savoir en plus que dans le temps de fonctionnement d'une centrale, en gros, c'est un tiers du temps d'arrêt, voire parfois sur les vieilles centrales la moitié du temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre ces 10 millions d'euros aujourd'hui, je dirais même pas dans le démantèlement, mais dans la gestion sociale et des possibilités d'emploi pour les gens qui travaillent? C'est du gâchis d'argent public, Chantal Joanneau, la fermeture en 2016 de Fessenheim? C'était une annonce très politique, ça fait partie du deal, donc c'est une annonce vraiment politique. Et je n'aime pas du tout qu'on réduise le débat sur l'écologie à si vous êtes pour le nucléaire, vous n'êtes pas convaincu par l'écologie, et si vous êtes contre, vous êtes convaincu. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça dans la majorité des cas. Même un ancien responsable de Greenpeace International est pro-nucléaire, donc heureusement que ça n'est pas comme ça. Quand on pourra se passer du nucléaire sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre, on le fera. Alors justement, Chantal Joanneau va parler des émissions de gaz à effet de serre avec un autre thème qui a été débattu lors de cette conférence environnementale, la pollution des véhicules roulant au gazole. Jean-Marie Le Guen propose aujourd'hui dans les colonnes Journal Libération de l'interdire dans les grandes villes. Voyez ce qu'en pensent les automobilistes, interrogés aujourd'hui par Joachim Robe. Interdire le diesel dans les villes françaises, c'est ce que réclament le député de Paris Jean-Marie Le Guen et le sénateur écologiste Jean-Vincent Placé. La raison, les moteurs diesel émettent des particules fines nocives pour la santé. 42 000 morts par an en France, du fait du diesel, c'est une vraie question de santé publique. Peut-être que progressivement, il va falloir sortir les diesels de nos villes. Une question de santé publique, mais aussi un enjeu économique. Interdire le diesel, c'est une décision considérable à laquelle il faudra qu'on réfléchisse, non seulement, bien sûr, pour la production de pétrole, mais ça c'est secondaire, mais surtout pour l'industrie automobile. Car les constructeurs français se sont massivement tournés vers le diesel, notamment PSA, déjà mal en point et qui s'inquiète des conséquences sur l'emploi.
Autre problème, la spécificité du marché français. 6 voitures sur 10 roulent aujourd'hui au gasoil, qui atteint même 70% des nouvelles immatriculations. Alors forcément, cette menace d'interdiction fait quelques mécontents. C'est clair que ça nous mettra des bâtons dans les roues. Parce que l'essence sera plus chère, et donc ça nous fera moins de chiffre d'affaires, et donc j'espère que ça se fera pas. Je roule beaucoup en diesel. Et si ça passe à l'essence, je pourrais pas m'en sortir. Car la fiscalité reste aujourd'hui très avantageuse pour les moteurs diesel. Une question que les écologistes veulent discuter avec le nouveau gouvernement. Chantal Joanneau, sénatrice de Paris, l'interdiction du diesel dans les rues de Paris d'ici 3 ans, c'est un vœu pieux? C'est de la pure démagogie, pardon, mais en plus, franchement, il faut penser aux personnes, effectivement, qui ont des véhicules. Là, si on veut modifier, parce qu'il faut une modification progressive de notre parc, donc effectivement, conditionner le bonus-malus avec un critère d'émission de particules, progressivement réaugmenter le prix du diesel pour qu'il n'y ait plus un avantage comparatif, mais progressivement, parce qu'il y a des gens avec des vraies vies et des vraies familles quand même. Et puis si M. Le Guen voulait vraiment faire quelque chose pour la pollution, à la mairie de Paris, ça fait des années qu'ils auraient pu demander d'expérimenter un péage anti-pollution. Un péage anti-pollution, pas un péage bête à la londonienne, mais un péage où, par exemple, un camion paierait quelque chose parce qu'effectivement, il pollue dans l'intérieur des villes et qu'il y a des personnes qui en subissent les conséquences en termes sanitaires. Ça, il aurait pu le faire, mais il n'a jamais proposé. André Gattolin, vous êtes pour l'interdiction du diesel? Jean-Vincent Placé s'est dit d'accord ce matin. Moi, je pense que dans des cas d'urgence, notamment quand il y a des pics de pollution, il faut pouvoir prendre des mesures, mais je ne suis pas pour une écologie punitive pour les utilisateurs. J'entends par là que le problème doit être réglé au niveau des constructeurs. Quand on voit le problème de PSA, qui est quand même le numéro 1 du diesel en France et dans le monde, et les erreurs stratégiques que c'est. Je lisais le rapport Sartorius aujourd'hui, on ne nous donne pas de solution. Bah oui, parce que la solution, c'est que les voitures de demain, elles seront plus propres, plus petites et sans doute et certainement moins nombreuses. Et donc, on est parti dans des stratégies dans l'industrie automobile en France qui sont fausses. Aujourd'hui, je pense que la première des choses, s'il faut interdire quelque chose, c'est interdire la production de nouveaux modèles diesel, rendre les choses progressivement, je ne vois pas pourquoi, en ville, quelle ville ou comment c'est ville. Moi, je suis sénateur des Hauts-de-Seine, je peux vous dire, la pollution à Boulogne, avec les dioxydes d'azote et les particules fines, sont aussi, sinon plus importantes qu'à l'intérieur de Paris. Alors, je dis, tout ça, en tout cas, c'est un sujet qui fait débat et on aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Merci à vous deux d'avoir été les invités du 19h. La 77e fête de l'humanité a débuté cet après-midi à la Courneuve sous le signe du non au traité européen, mais aussi de la lutte contre les licenciements. Pierre Laurent, le numéro 1 du Parti communiste, promet en tout cas un grand moment de débat à gauche et les militants attendent avec impatience la venue des leaders socialistes, comme l'a constaté sur place Aurélien Romano. La fête de l'UMA, ce sont les stands traditionnels, les festivaliers pour les concerts, mais aussi des militants très mobilisés face au gouvernement. Beaucoup sont très critiques envers les ministres socialistes et le président François Hollande. Mitterrand, il est mort, j'avais 10 ans, j'ai pas connu un président de gauche et là, honnêtement, je sais plus où est la droite, où est la gauche. C'est un président de gauche, c'est un SMIC qui augmente, on amnistie les syndicats et on fait une vraie politique de gauche. L'ambiance générale cette année est assez critique contre l'austérité, avec en ligne de mire une manifestation le 30 septembre pour exiger un référendum sur le traité européen. L'ancien spécialiste des cheminots à la CGT est sur la même ligne. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut absolument ratifier le traité Sarkozy-Merkel et on modifiera les choses derrière. Non, ça c'est de l'enfumage. Les ministres socialistes participant aux tables rondes sont attendus de pied ferme. C'est sûr que le public de la fête va les interroger sur leur choix, leur demander, mais cette confrontation-là, aucun ministre ne doit la craindre, puisque de toute façon, les gens qui sont dans cette fête sont les gens qui ont voulu le changement. C'est ceux qui ont voulu la victoire de la gauche. Une victoire revendiquée aussi par l'ex-candidat à la présidentielle qui a pu tester sa popularité dans les allées. Valère Starzelski nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes l'auteur de ce livre, La fête de l'humanité, 80 ans de solidarité. Alors comment explique-t-on ce succès toujours grandissant? 600 000 personnes sont attendues tout au long du week-end. Est-ce que c'est pour les concerts ou un réel goût pour la politique? D'ailleurs oui, j'en viens, là, j'en arrive. Effectivement, il y avait déjà beaucoup de monde. Mais écoutez, non, la fête de l'humanité, ça n'est pas uniquement pour les concerts, ni uniquement pour la politique. En fait, c'est une fête unique en France.
qui existe depuis maintenant presque 80 ans. Et en fait, c'était cette alliance de politique, de culture, de production artistique, sociale et économique. Et c'est d'abord la fête d'un journal qui est le plus ancien journal français avec le Figaro. Le Figaro est un peu plus vieux. Rappelez-nous alors d'ailleurs l'origine de cette fête. Donc elle a été créée pour sauver le journal L'Humanité d'un point de vue financier. C'est ça, donc l'Humanité 1904 avec Jaurès. Ensuite la scission du Congrès de Tours donne le Parti communiste, le Parti socialiste. Le Parti communiste récupère le journal L'Humanité. En 1930, le Parti communiste est sur une ligne un peu dure, front contre front, et beaucoup de ses dirigeants sont en prison et on veut asphyxier le journal. Donc on crée des comités de défense de l'humanité qui se réunissent à Bezons et on fait une fête. Le lendemain à Bezons naît la première fête de l'humanité. Et un des premiers actes de cette fête de l'humanité, outre de faire la fête, de décompresser dans un monde qui était difficile, c'est un acte de solidarité. Il y a un tout jeune dirigeant communiste, Thorez, qui chante le Piquinquin et qui récupère de l'argent pour les mineurs en grève. Donc en fait, c'est d'abord la fête d'un journal, et la fête d'un journal en fait qui veut donner la parole aux couches populaires. Et c'est ce qui fait ce succès immense, parce que les couches populaires y sont, c'est la fête du peuple. Un peu comme il y avait les grandes fêtes au Moyen-Âge. Enfin, c'est Maurice Béjart le dit, Raymond Devos, enfin tous ceux qui ont participé à la fête. Et en même temps, ça n'est pas que les couches populaires, c'est la France dans sa réalité sociologique, sociale, etc. Aujourd'hui, ça reste une source de financement important pour le journal L'Humanité. Ça dépend. Parfois c'est déficitaire. Parfois c'est déficitaire, mais c'est un moment très important pour le journal, puisque ça lui permet de rencontrer son public, de gagner des lecteurs, et c'est aussi un moment... Alors donc de ce point de vue-là, c'est un peu difficile, c'est vraiment une raison politique. Pendant 5 ans, elle a joué un rôle de rassemblement anti-Sarkozy. Là, 6 mois après l'élection de François Hollande, est-ce qu'elle doit se trouver un nouvel ennemi, le traité européen par exemple ? Oui, alors c'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Disons que voilà, quand je parlais des couches populaires, évidemment, il faut l'entendre. D'ailleurs, c'est la politique ou la barbarie. Quand aujourd'hui il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale ni au Sénat, donc évidemment on peut se poser la question, les couches populaires, de quel côté vont-elles pencher? Donc je pense qu'effectivement cette fête, il y a 200 débats. Sur tous les sujets. Elle va permettre que s'expriment d'ailleurs tous les points de vue, puisque depuis 2007, des ministres de droite ou des personnalités de droite sont invités à la fête. Donc ça va permettre le débat, mais ça va permettre aussi de rappeler qu'effectivement la gauche a plusieurs composantes et qu'une partie de cette gauche est opposée à la manière, non pas à l'Europe, mais à l'Europe de la marchandisation, à l'Europe de la finance. Merci beaucoup Valère Starazelski d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, La fête de l'humanité, 80 ans de solidarité. Et puis je vous rappelle, pour finir ce journal, que le Sénat ouvre ses portes tout au long du week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Public Sénat se mobilise également avec une émission en direct du Sénat, samedi à 16h. Elle sera présentée par Pierre-Henri Gergonne. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de votre fidélité. Très bon week-end à tous. Sénateur et président du Conseil général de l'Aisne, Yves Daudigny a entrepris la restauration du Familistère, une cité ouvrière unique au monde, construite au XIXe siècle. Là, on a passé la mi-chantier. Donc la restauration, elle porte, là aussi pas sur toute l'aile, mais sur la cour. C'est pas simplement une question d'embellissement, la restitution de la verrière, c'est aussi une question de conservation du bâtiment. Frédéric Pagny est le conservateur du Familistère, un nom et un lieu unique au monde. Un projet fou, imaginé au XIXe siècle par Jean-Baptiste André Gaudin, inventeur des fameux poêles en fonte. Soucieux d'améliorer la condition ouvrière, Gaudin investit sa fortune dans un palais social pour ses employés. Appartements lumineux et vastes espaces collectifs, écoles laïques et gratuites, théâtre, magasins coopératifs, buanderies, piscines, crèches.
des éléments de confort à l'époque réservés à la bourgeoisie. Moi, j'ai eu une très très profonde admiration pour Gaudin. Je pense que c'était un génie, parce que d'abord, il y a une réussite industrielle, mais il avait une pensée dans tous les domaines du logement, de l'éducation, de la culture, des loisirs. Et non seulement il pensait, il imaginait, mais il concrétisait. Le Familistère survivra à son créateur. Mais 1968 sonne le glas de l'utopie, avec la vente de l'usine Gaudin, puis l'inéluctable déclin du palais. 2000 personnes y vivaient fin 19e, elles sont une quarantaine aujourd'hui. Vous êtes propriétaire Oui. Vous habitez chez vous? Voilà. Et je suis né ici au 2e étage, là où le volet est légèrement retroussé. Là. Ah oui, je vois. Voilà. C'est ma maison natale. 82 ans passés ici, dont 43 à l'usine Gaudin. Fernand garde la nostalgie d'une communauté soudée, aux strictes règles de vie. Quant aux crimes et délits, l'association écarterait de son sein les personnes qui s'en rendraient coupables. Voilà. Quand un jeune familistérien voulait se marier, il était tenu, comme c'était dans le règlement du familistère, il était tenu de présenter sa future épouse à l'issue d'un conseil d'administration de l'usine. Puis on disait à la jeune dame, vous allez devenir familistérienne, mais il va falloir respecter le règlement. Et si nous étions pris, nous gamins, à faire une bêtise, notre nom va être affiché dans la grande cour centrale avec le montant de l'amende. Et cette amende sera retenue sur les salaires du père. Réveiller ce lieu endormi, redonner vie après l'oubli, c'est le projet d'Yves Daudigny. Il souhaite installer ici des logements sociaux. Les appartements tels qu'ils sont là et été conçus dans l'esprit de Gaudin pour vivre au XIXe siècle, ce sera intéressant de voir comment les habitants aujourd'hui du XXIe se les approprient, en trouvent bénéfice ou en trouvent éventuellement difficultés dans leur vie. Une dizaine de bâtiments classés monuments historiques, 30 000 mètres carrés à réhabiliter, un chantier pharaonique de près de 50 millions d'euros, financé à 40% par le Conseil général de l'Aisne. Lorsqu'on aura donc la place qui va changer complètement l'approche et la perception de l'ensemble, la deuxième phase du musée réalisée, l'hôtel, la partie hôtelière, on l'espère, donc elle-même réalisée, on est au bout du programme tel qu'il avait été initialement imaginé pratiquement. Une fois l'hôtel réalisé, effectivement, ce qui était prévu au départ sera accompli. C'était presque une utopie de mener aussi ce dossier et on va y arriver. 12 ans déjà que les travaux ont commencé. Ils devraient s'achever en 2015. Mais cette rénovation heurte parfois les mémoires des anciens. Il ne va plus rien rester de Gaudin. Ils sont en train de gommer tout ce qui était de Gaudin. Voilà, toutes les pluies vont disparaître. Ils vont faire un truc vraiment unifié. Ils sont en train de faire du Familistère un HLM moderne. Voilà. Le Familistère ou l'éternel débat. Yves Daudigny souhaite faire du théâtre, restauré à l'identique, un lieu de réflexion. Il faudrait bien que bouillonnent ici des séminaires, des colloques, des réunions sur ces questions fondamentales du capital et du travail. Quelle relation entre le capital et le travail? Comment on redistribue la richesse dans le monde maintenant de l'économie du XXIe siècle? 150 ans après sa création, le Familistère renaît. 60 000 visiteurs sont attendus cette année. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Public Sénat vous ouvre les portes du Palais du Luxembourg. Pierre-Henri Gergonne vous fera découvrir l'histoire du Sénat, son architecture et ses jardins. Émission spéciale Journée du patrimoine. Demain à 16h en direct sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.